Marseille, ville millénaire. Son histoire s'inscrit dans son patrimoine, ses monuments. À l'écart des grandes artères, niché au cœur des quartiers, il en reste des pans méconnus. C'est le cas du vaste ensemble architectural de 4000 m² qui se dresse à l'angle des rues d'Alger et Fernand-Poriol, dans le 5e arrondissement. S'y trouvent aujourd'hui l'Institut culturel italien et le Consulat général d'Italie. Les Italiens du sud de la France y viennent pour des formalités administratives. C'est aussi dans ces murs que se retrouvent tous ceux qui ont le goût de la langue et de la culture de ce pays. Un morceau d'Italie à Marseille. Une Casa d'Italia, disait-on, il y a près d'un siècle. La Casa d'Italia voit le jour en 1928. D'abord, dans les locaux de la Société italienne de bienfaisance. Ces locaux sont détruits en 1935 pour céder leur place à un complexe spécialement dédié à l'accueil de la Casa d'Italia. Il s'agit d'une construction unique en France. L'historien Stéphane Mourlane travaille à reconstituer son histoire et à l'inscrire dans le contexte de l'époque. On trouve des Case d'Italia partout dans le monde où sont installés des émigrés italiens. Dans les années 20, quand apparaissent ces maisons d'Italie, ils sont plus de 9 millions, soit un quart de la population italienne. Où qu'elles se trouvent, ces Case d'Italia sont au service de la politique fasciste en matière d'immigration. Politique d'encadrement, mais aussi politique de défense de l'italianité. Ce sont comme des bouts d'Italie où les émigrés doivent se sentir appartenir à la nation italienne. Ils doivent aussi se considérer comme des agents de l'expansion impériale. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'on parle de colonies à propos de ces émigrés, qui sont d'ailleurs aussi qualifiés d'Italiens à l'étranger par le régime. Le terme d'émigrés, d'émigrants est proscrit. En France, qui est le principal pays d'émigration au cours de l'entre-deux-guerres, la cinquantaine de Casa d'Italia, que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire, a aussi pour vocation de contrecarrer la politique assimilationniste de la République. Une politique favorisée par la loi de 1927 qui autorise un accès plus facile à la nationalité française. C'est une véritable hantise pour Mussolini. Pour Mussolini, tu es italien et tu dois rester italien, comme l'indique cette brochure de propagande distribuée dans les consulats italiens. C'est au consul que revenait de diriger la Casa d'Italia. Dévoué au régime mussolinien, son autorité s'étendait sur les organisations du Parti national fasciste et les associations subventionnées, toutes rassemblées en ce même lieu. À la propagande strictement politique, se mêlaient des activités culturelles, sportives, religieuses ou encore d'assistance. La démarche était habile. Elle permettait d'attirer un public plus large que les seules chemises noires. Et si les exilés antifascistes déployaient une intense activité militante, la majorité des immigrés se tenait pourtant à l'écart des combats idéologiques. Aujourd'hui, les empreintes du fascisme ont disparu. Elles sautent pourtant aux yeux d'un spécialiste, comme Alessandro Gallicchio, historien de l'art. La première fois que j'ai vu ces lieux, j'étais immédiatement saisi par les formes et les volumes de ce complexe, car il s'agit d'un exemple assez significatif d'architecture moderne italienne sur le sol français. Antonio Lamaro et son équipe d'ingénieurs ont conçu ce complexe à partir de 2 blocs. Un premier, celui-ci, qui accueillait le consulat général d'Italie, une chapelle et l'école. Sur le côté, il y avait la chambre de commerce italienne. Et un deuxième bloc, ici, où je me trouve, où il y avait à l'étage le siège du parti fasciste. En bas, un cinéma et théâtre, et le Dopolavoro, une sorte de centre de loisirs. Le style employé par l'architecte Antonio Lamaro correspond au monumentalisme de cette époque. La façade de la Casa d'Italia, par exemple, qui se trouve
derrière ces bâtiments a été bâti à partir d'éléments interprétés comme étant typiquement italiens, et je fais notamment référence aux briques et aux travertins romains. Sur cette façade, il y a aussi des colonnes verticales en marbre qui dessinent et qui évoquent un peu un arc de triomphe et qui glorifient cette entrée monumentale. L'absence d'une torre littoria, une tour qui est habituellement adossée à cette typologie de bâtiment en Italie, est due au fait que sa présence dans le tissu urbain français aurait posé beaucoup de problèmes. Pour la Casa d'Italia, donc, on opte pour des arengari, des petits balcons qui donnent sur la cour pour pouvoir proclamer des discours de propagande. Pour mener l'investigation, approfondir certaines connaissances, en dévoiler d'autres, Alessandro et Stéphane, qui travaillent tous les deux au sein du laboratoire TELEM d'Aix-Marseille Université et du CNRS, ont décidé de croiser leurs regards et de faire équipe. Ils se retrouvent dans les locaux du consulat où sont conservées des archives. L'histoire de ce lieu présente de multiples facettes. C'est une histoire qui est bien sûr liée au phénomène migratoire, mais c'est aussi une histoire politique et bien plus encore culturelle. En effet, cette histoire nous a conduits ici, ensemble, avec des approches différentes et en même temps complémentaires, pour essayer de comprendre comment l'idéologie impériale fasciste se manifeste dans cette Casa d'Italia. La question est posée. Elle définit le programme de travail, donne un sens aux observations des formes matérielles et artistiques. Elle est ligne de vie dans l'exploration de vastes corpus d'archives. Il s'agit de ne pas s'y perdre. Ce sont vraiment des archives extraordinaires, Alessandro, qui nous permet de consulter le consul général. Et comme tu peux le voir ici, ce sont pour beaucoup des dossiers d'état civil, l'état civil qui est l'une des fonctions premières du consulat. Ah, regarde, il y a des boîtes là-haut qui datent du 19e siècle. Oui, parce qu'en fait, ces dossiers sont tout à fait significatifs de l'importance de la présence italienne à Marseille. Cette présence se multiplie à partir du milieu du 19e siècle. Au recensement de 1851, il y a 18 000 Italiens, alors qu'ils seront plus de 115 000 en 1911. Et à ce moment-là, eh bien, cela représente quand même 1/5 de la population de la ville. Et il va de soi, évidemment, que ces Italiens, qui constituent la première nationalité étrangère représentée dans la ville comme dans le reste de la France, eh bien, ces Italiens ont eu un apport considérable sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Alors nous allons aller voir d'autres dossiers plus spécifiques qui se trouvent... Elle était où la boîte alors ? Eh bien, écoute, c'est celle-ci okay. Qui va nous permettre justement d'en savoir un peu plus sur cette Casa d'Italia. Alors, on se met ici. Alors, on va sortir la chemise, a priori, tiens, Alessandro, avec des documents donc, tout à fait intéressants. Bah, regarde par exemple ici, grâce à ce plan, on peut vraiment comprendre tous les volumes du complexe architectural qui a été bâti en 1935. Oui, et puis là, tu vois, il y a des photographies qui nous permettent d'entrer dans ce lieu. Nous avons ici une photographie du couloir du Fascio. Ouais, ça se trouvait ici. Oui, avec le buste de Mussolini qui trône au milieu du couloir. Nous avons toujours d'ailleurs à côté la salle du Dopo Lavoro, qui était donc une salle de loisirs pour ces Italiens qui fréquentaient la Casa d'Italia. Et tu vois, on trouvait même dans cette Casa d'Italia un dispensaire qui était... ambulatorio. Exactement. Et on a aussi cette image remarquable de la chapelle de la Casa d'Italia. On y voit l'autel avec son double niveau religieux et politique. Et surtout, on voit le mur de droite avec des peintures murales qui relèvent d'une dimension vraiment idéologique du fascisme
et surtout de la propagande impériale de l'époque. Mussolini voulait exporter à l'étranger ce qu'il disait être le génie glorieux du pays. Il proclamait aussi « Rome est notre mythe. Nous rêvons d'une Italie romaine, c'est-à-dire sage et forte, disciplinée et impériale. » Il s'agissait donc pour le Duce de bâtir un nouvel empire, de fonder une nouvelle civilisation. Pour ce faire, il entreprit des chantiers urbains afin de fonder une nouvelle Rome, aussi rayonnante que la Rome des Césars et celle des papes. La Casa d'Italia de Marseille ouvrait des fenêtres sur cette troisième Rome. L'enquête nous conduit dans la ville éternelle. Il s'agit d'y dépouiller des archives, mais aussi d'examiner le patrimoine urbain légué par le régime mussolinien. Alessandro profite d'un séjour en résidence à l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis, pour débusquer des ressources inédites. C'est un travail d'enquête qui m'a amené à découvrir des archives privées de Angelo della Torre, peintre décorateur de la Casa d'Italia à Marseille, ici à Rome, dans le quartier Place d'Espagne, à quelques mètres de la Villa Médicis. Ces archives photographiques inédites nous permettent de reconstituer un peu la décoration pariétale de la chapelle de la Casa d'Italia de Marseille, et notamment aussi le travail de Angelo della Torre qui a œuvré à l'intérieur de ces murs. Cette première image nous montre un peu la représentation architecturale de la troisième Rome, la Rome fasciste. Sur la gauche, on voit l'obélisque Mussolini, érigé en 1932 au Foro Italico, qui était appelé à l'époque Foro Mussolini. Et sur la droite, on voit la façade du rectorat de la cité universitaire La Sapienza, réalisée par Marcello Piacentini, l'architecte du fascisme, en 1935. Une autre photographie nous montre aussi le mur de gauche qui était tout à fait inédit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le cycle décoratif est révélé par cette image qui exalte un peu le sport et l'architecture de l'époque du fascisme. Ce qui est très important ici, c'est de voir à quel point ces formes étaient vraiment liées à une idéologie, l'idéologie du fascisme, qui essayait quand même de glorifier cette figure, la figure de l'homme nouveau, qui était l'homme du futur, qui regardait au passé, vers l'avenir, avec une identité et une force tout à fait fasciste. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point, pendant cette période, le lien entre le commanditaire et l'artiste était vraiment très fort. Et on voit par exemple dans ce texte une image très intéressante, Mussolini à côté d'autres architectes en train justement de concevoir la nouvelle ville du futur. Stéphane rejoint Alessandro à Rome. Ils entendent mettre en évidence un jeu de miroir entre la Casa d'Italia de Marseille et certains sites emblématiques de cette troisième Rome, capitale d'empire fasciste. Salut Stéphane, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Je suis ravi de te retrouver dans ce quartier, un quartier méconnu, un peu en périphérie, mais que je fréquente, moi, de longue date, puisque c'est dans ce quartier que se situent les archives de l'État. Alors, ce quartier, c'est le quartier de l'Exposition universelle de Rome, qui a été construit dans la perspective de l'exposition de 1942. Et la décision, d'ailleurs, de la construction de ce quartier a été prise au moment de la déclaration de l'Empire, en 1936. Et l'idée, c'était quand même d'avoir ici le noyau de cette troisième Rome, voulue par Mussolini. Ah oui, évidemment, en fait, cette troisième Rome, qui s'inspirait de la Rome antique tout en étant moderne,
a été très importante pour Mussolini à cette époque. Et Marcello Piacentini a dessiné le plan urbain de ce quartier, de cette ville dans la ville. En quittant le quartier de Leur, les deux chercheurs se dirigent vers le nord-ouest de la ville. Sur la rive droite du Tibre, au pied de Monte Mario, les voici au Foro Italico, bien connu des tifosi des deux clubs de football romains qui évoluent au Stadio Olimpico. Ni ses supporters, ni les jeunes sportifs qui parcourent les lieux ne semblent prêter attention aux traces du passé, pourtant si visibles. Regarde, l'obélisque a été peint sur le mur de la chapelle de la Casa d'Italia de Marseille. L'inscription Mussolini Dux est de l'autre côté. Le marbre qui a été utilisé pour la réalisation de cet obélisque a été offert par la ville de Carrara à Mussolini, al Duce. Il a été transporté sur une plateforme flottante via le Tibre et son inauguration, donc son installation, a été un événement majeur médiatisé ici à Rome. L'architecte qui l'a dessiné en 1932 est Constantino Costantini. Et l'obélisque tient une place centrale dans ce Foro Mussolini, qui est en fait un vaste complexe sportif destiné à forger l'homme nouveau, qui a bien des égards un homo sportivus. Et d'ailleurs, au-delà des équipements sportifs, stade, piscine, gymnase, il y a toute une série de décorations, ces coureurs que nous voyons ici, et qui rappellent très clairement dans leur gestuelle ce que l'on peut voir sur les murs de la chapelle. Un autre élément qui renvoie à la chapelle de la Casa d'Italia de Marseille est la proclamation de l'Empire, gravée sur ce bloc de marbre, et que Angelo Della Torre a peint en 1936. Oui, on retrouve d'autres références à l'Empire sur ce site, notamment gravées sur ces marbres, sur ces blocs de marbre de part et d'autre de l'allée centrale, ces blocs de marbre qui reprennent les grandes dates du régime fasciste. Sur deux de ces blocs, figure la mention de la conquête d'Addis Abeba, mais aussi une mention de la proclamation de l'Empire le 9 mai 1936. D'ailleurs, tout ce site est dédié à la propagande du régime, du Duce, de la geste guerrière également, puisque cet homme nouveau est également un conquérant, un soldat conquérant. Et on retrouve en fait tous les éléments, même visuels, iconographiques, etc., dans les mosaïques qui décorent l'allée centrale, où l'homme nouveau, comme tu dis, est sculpté d'une manière vraiment à proclamer cette nouvelle ère fasciste, donc une nouvelle ère pour l'italianité. Nouvelle ère également incarnée par un désir d'universalité que l'on retrouve sur cette sphère, sur la place de l'Empire, Piazzale dell'Impero. Situé à proximité du Foro Italico, on aperçoit un imposant bâtiment. Mélange de monumentalisme et de rationalisme, son architecture porte le projet idéologique d'une époque, comme la fonction qui lui était assignée, le siège du Parti national fasciste. Achevé après la chute de Mussolini, le palais de la Farnesina accueille depuis 1959 le ministère des Affaires étrangères. Au rez-de-chaussée, dans l'une des 1200 pièces du vaste édifice de 120 000 mètres carrés, les chercheurs peuvent consulter les dossiers de l'Archivio Storico Diplomatico. Grazie mille. La Casa d'Italia de Marseille se dévoile un peu plus encore dans ces documents produits par les différentes directions de l'administration centrale et par les représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Dans ce carton de la Direction générale des relations culturelles se trouve cet album extraordinaire qui évoque les écoles italiennes de Marseille, dont l'une d'entre elles se situait à la Casa d'Italia. Cet album date de l'année 16 de l'ère fasciste, c'est-à-dire l'année 1938. Et dans cet album, on va trouver des photographies qui évoquent les activités de cette jeunesse, une jeunesse auquel le régime fasciste accordait une attention toute particulière, d'une manière générale dans le cadre de son projet totalitaire, mais aussi à destination de ces jeunes à l'étranger, pour la plupart nés à l'étranger, et qu'il convenait, pour le régime, d'italianiser, c'est-à-dire fasciser, selon l'ambition de l'époque. Ce lien, il se manifeste, notamment, chaque année,
à l'occasion de la Befana Fascista, qui est organisée à la Casa d'Italia, dans le théâtre de la Casa, et au-delà des divertissements qui sont proposés aux jeunes gens, eh bien, on leur distribue des cadeaux, différents paquets, des jouets, des vêtements, ce qui permet d'entretenir l'idée d'une mère patrie généreuse et attentive à leur sort. Dans cet album, eh bien, on trouve également des photos tout à fait intéressantes de l'école qui se situe au sein de la Casa d'Italia. Cette école qui, en 1939, comporte tout de même 400 élèves, une école où l'on enseigne à la fois en français et en italien, une école dont les programmes sont totalement tournés à la gloire de l'Italie et à la gloire du régime fasciste également. Toute cette dimension impériale, et sur certaines de ces photographies, eh bien, on va pouvoir voir au fond de la classe ces cartes représentant la péninsule italienne, mais aussi la Libye, la Somalie, l'Érythrée et l'Éthiopie, plantées du drapeau tricolore. L'autre moment auquel les jeunes élèves de l'école italienne de Marseille sont sensibilisés à cette propagande impériale, c'est la cérémonie qui se déroule au mois de mai chaque année, destinée à célébrer la proclamation de l'Empire. Et à cette occasion, les jeunes gens, comme nous le voyons ici, eh bien, proposent un certain nombre de démonstrations gymniques et même quasi militaires dans leurs uniformes des jeunesses fascistes. Et à cette occasion, eh bien, évidemment, il s'agit de glorifier Mussolini, le Duce, considéré comme le fondateur de cet empire. La référence à la romanité était constante. Dans le centre historique de Rome, la Via dei Fori Imperiali en est un symbole. L'artère a d'abord été la Via del Impero, c'est-à-dire l'avenue de l'Empire. C'est grâce aux études des archives qu'on a pu identifier la perspective qui a été utilisée pour réaliser cette image. On y voit Mussolini à cheval, défiler dans le Viale dell'Impero, sous les auspices de Jules César et des aviateurs. On assiste un peu ici à ce que Emilio Gentile définit comme la pétrification de Mussolini. Les Duce, en effet, ressemblent de plus en plus à une sculpture. D'ailleurs, cette sculpture, dont l'original est conservé au musée du Capitole, a été réalisée pour l'inauguration du Viale dell'Impero en 1932. Oui, cette avenue de l'Empire est donc dédiée tout à la gloire du régime fasciste et de son ambition impériale. On trouve d'ailleurs, au début de l'avenue, une série de cartes qui montrent l'évolution de l'Empire romain et de l'Empire fasciste, l'inscrivant ainsi dans la continuité. Et cette avenue, eh bien, elle marque symboliquement cette continuité, puisqu'elle traverse les forums, mais elle met aussi en relation le Colisée au Vittoriano, ici, un symbole de l'unité italienne, l'hôtel de la patrie, mais également le palais de Venise, où se situait le bureau de Mussolini, et où Mussolini proclamait ses discours devant la foule, une foule réunie pour assister à ces cérémonies, toute cette liturgie fasciste qui se déroulait sur la Viale dell'Impero. De retour à Marseille, les murs de la Casa ont pris l'épaisseur de l'histoire. Alors nous voici, Alessandro, dans cette chapelle qui est aujourd'hui fermée au public, laissée un petit peu à l'abandon, comme on peut le voir ici. Et cette chapelle, eh bien, elle traduit un lien très étroit qu'il y avait entre l'Église catholique et le régime fasciste, y compris d'ailleurs sur la question de l'émigration, puisque en fait, Église et fascistes se rejoignaient sur le thème de la défense de l'italianité. Cette chapelle est un exemple assez rare de mélange entre ordre politique et religieux. L'ensemble du discours visuel qui a été élaboré pour cette chapelle est entièrement consacré aux réalisations du régime. D'ailleurs, De la Torre a répondu à une commande
Oui, absolument. Il a répondu à une commande de Piero Parini, qui était le responsable des organisations fascistes à l'étranger. L'exemple dont il s'inspire est celui de l'exposition de la révolution fasciste de 1932 à Rome, pour laquelle Angelo Della Torre avait déjà réalisé la salle des fasci à l'étranger. Et ici, sur ce mur, il réalise une sorte d'exaltation d'un peuple conquérant, de sportifs et des travailleurs. Et toutes ces peintures ont été effacées après la chute du régime et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Tandis que ici, dans l'autre mur, il y avait un peu une sorte d'hommage à la Rome fasciste et impériale. Oui, avec notamment cette déclaration de l'Empire que nous avons déjà évoquée à Rome. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir une déclaration de l'Empire dans une chapelle. Oui, mais cette déclaration traduit le soutien apporté par l'ensemble des Italiens, y compris l'Église, à l'entreprise de conquête coloniale menée par le régime fasciste. Et les missionnaires catholiques italiens à Marseille vont encourager la propagande visant à recueillir des contributions sous la forme d'anneaux de mariage ou de bijoux et même d'argent afin de soutenir l'effort de guerre lors de la guerre d'Éthiopie qui précède cette déclaration de l'Empire. La propagande impériale passait aussi par d'autres images, animait celles-ci. Les actualités cinématographiques et les documentaires exaltaient les conquêtes et l'œuvre civilisatrice dans les colonies. La foule se pressait aux projections, au point que la salle du théâtre du Dopolavoro, qui est encore celle aujourd'hui de l'Institut culturel italien, se révéla rapidement trop étroite malgré ses 500 places. La construction d'une nouvelle salle fut décidée sur une parcelle attenante à la Casa d'Italia. Le premier plan est dessiné par Marcello Piacentini, l'architecte de la Rome fasciste. Le nouveau théâtre des Italiens, inauguré en 1939, est d'une capacité de 1500 places. Devenu théâtre Verdi après-guerre, l'édifice a aujourd'hui disparu, détruit au début des années 1970. La cour était aussi le lieu de célébration de l'Empire et du Mare Nostrum. Et d'ailleurs, sur ce mur, il y avait une peinture murale monumentale. Que l'on voit bien ici, Alessandro, sur cette photographie que nous avons trouvée dans Il Legionario, qui est la revue des fascistes à l'étranger. En fait, il y avait une carte de la Méditerranée sur laquelle Rome, une Rome solaire, irradiait l'ensemble du bassin. Et cette carte était encadrée par des épigraphes peintes qui annonçaient l'Empire romain dans son expansion maximale. Et cette cour, c'est aussi le lieu de cérémonie, et une cérémonie notamment qui célèbre cet empire, l'Annuale dell'Impero, qui est instaurée à partir de 1937. Nous en avons retrouvé des images, célébrée chaque année le 9 mai, et elle s'inscrit dans une sorte de calendrier liturgique avec des moments forts. Je pense notamment à la célébration de la naissance d'Efeso au mois de mars, célébration de la marche sur Rome, bien évidemment, à la fin du mois d'octobre, et puis la victoire également de l'Italie lors de la Première Guerre mondiale au tout début du mois de novembre. Ces rituels, c'est déroulé sur une scène décorative assez suggestive. Et tu vois, sur ce mur imposant, il y avait par exemple un extrait d'un discours de Mussolini, un navire, la carte de la Rome impériale, encore un navire un peu pour exprimer cette expansion fasciste et coloniale de l'époque. Et oui, ces rituels en fait se déroulaient à peu près toujours de la même manière. Ils commençaient par une messe, nous voyons ici l'autel et le prêtre, le discours d'une personnalité en provenance d'Italie, devant les organisations fascistes en uniforme, les anciens combattants, tous réunis derrière leur fanion, ce qui donnait une allure martiale à ces cérémonies. On y entendait résonner la Marcia Reale, qui est l'hymne national, mais aussi Giovinezza, l'hymne fasciste, ode à la jeunesse, une jeunesse qui était mise au centre de ces cérémonies, comme nous le voyons sur cette photographie.
La Casa d'Italia est un lieu de mémoire. Mais la mémoire peut être encombrante. En Italie, l'héritage monumental légué par le fascisme interroge, dans un contexte politique de reconsidération de l'expérience fasciste. Mémoire faible, édulcorée, indulgente soulignent certains, face à des entreprises de valorisation ou de restauration de ce patrimoine dissonant. Comment coexister avec ce passé ? Quelle place doit-on lui accorder ? Doit-on réduire, révéler, réutiliser, recycler, censurer ou détruire ? À Marseille, les stigmates fascistes les plus visibles sont effacés. Demeure un important pôle d'italianité, dépouillé de toute dimension idéologique, ainsi qu'une empreinte de l'immigration italienne d'hier et d'aujourd'hui.